insectes piqueurs-suceurs, vous savez, de ces insectes qui piquent et sucent la sève des plantes. Ben, les agriculteurs, pour la semence de l'année d'après, ils allaient chercher les plus beaux plants, les plus beaux épis, les plus beaux grains, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas été affectés par les insectes piqueurs-suceurs. Leurs parents avaient fait ça, eux font ça, leurs successeurs ont fait ça. Et quand, au bout d'un certain nombre d'années, tout le monde fait ça systématiquement dans un environnement où il y a des insectes piqueurs-suceurs, ben, progressivement, vous avez une variété qui est tolérante à l'existence des insectes piqueurs-suceurs, c'est-à-dire qui peut donner un rendement sans qu'on ait besoin d'éradiquer, sans qu'on ait besoin de tuer l'insecte piqueur-suceur, à l'inverse des produits en cide dont je parlais tout à l'heure. Les produits en cide, c'est des produits qui tuent. Et alors évidemment, quand il y a ces insectes piqueurs-suceurs, ça ressemble souvent à des variétés qui ont plein de poils. Les insectes piqueurs-suceurs se déposent sur les poils, essayent de piquer, sucer la sève. Et comme le poil fait un peu de redon, ben, l'insecte, il n'y arrive qu'une fois sur 20. Je veux dire, c'est sans gravité. Et comme un peu plus loin, il y a un autre agriculteur, lui, ce qu'il craint, c'est les chenilles. Alors là, je vais vous dire, quand vous craignez les chenilles, il ne faut surtout pas qu'il y ait de poils. Il vaut mieux que n'importe quel œuf de n'importe quel insecte déposé sur une feuille par un papillon ou je ne sais pas quoi, tombe à terre. Alors là, il ne faut surtout pas que ce soit retenu par les poils. Donc lui, il a sélectionné plus loin, au contraire, des variétés tolérantes à la présence de papillons, de chenilles, et il a trouvé les critères, la feuille lisse, etc. C'est-à-dire que le gène de lisse qui a été exclu ici parce qu'on voulait que ce soit velu, il a été sauvegardé par le voisin de 10 km plus loin, et le gène porteur, au contraire de la feuille lisse, non velue ici, eh bien écoutez, l'autre, vous avez vu que chacun a sélectionné selon son propre critère. Ces agriculteurs avaient créé une multitude de variétés, adaptées à une multitude d'environnements. Et maintenant on demande aux agriculteurs, eh bien écoutez, tous vos environnements là, vous faites comme dans la station expérimentale, il faut les adapter à un seul type d'environnement. C'est la catastrophe. Et c'est ça qui nous coûte extrêmement cher du point de vue environnemental, quand on pense, avec ce qui a déjà été dit un peu tout à l'heure, on le verra, mais notamment en termes d'effondrement des abeilles, utilisation des pesticides, mutants, résistants, la course en avant sur les OGM, il y aura peut-être un débat tout à l'heure là-dessus, j'en sais rien. En tout cas, on a fait une course en avant, mais il va falloir mettre fin à ça. Et il va falloir revoir complètement les choses vers une agriculture moderne, mais qui va sans doute privilégier effectivement une sélection participative, pour reprendre les termes qui ont été employés tout à l'heure, des semences paysannes et autres. Ça peut être très moderne, je vous le dis tout de suite, mais là, il nous faut revoir complètement la copie. Et puis c'est vrai quand même que côté agriculteur, ça a été dit tout à l'heure, l'endettement. Ben, l'endettement, quand un agriculteur s'endette pour acheter, pour établir une salle de traite ou une stabilisation libre quand vous êtes en Bretagne, vous n'avez pas très envie d'écouter M. Dufumier qui va vous dire quand même pourquoi vous ne produisez pas du lin dans votre rotation. Parce que le lin, il exige un matériel arraché spécifique. Et puis si ensuite il vous dit qu'il faudrait quand même faire des pailles et acheter une moissonneuse-batteuse, M. Dufumier va se faire étrangler. C'est-à-dire, comprenez que quand les agriculteurs sont endettés jusqu'au cou, beaucoup, pour le revenu de leur famille, ont été invités à spécialiser leur système de production vers ce pourquoi ils faisaient de gros investissements, amortir au plus vite, rentabiliser au plus vite. Même eux qui travaillent, même eux qu'on ne qualifiera pas de capitalistes, et bien quand même, c'est la spécialisation. Je fais au maximum sur mes surfaces, c'est pourquoi j'ai fait de gros investissements, c'est comme ça que je pourrais rembourser plus vite mes emprunts. Je n'ai pas très envie, je ne vous cache pas, d'attaquer les agriculteurs sur cette question-là, mais n'empêche que cette spécialisation excessive, surtout quand elle atteint des régions entières, la Bretagne, où on se spécialise trop en élevage, où il y a trop peu de céréales, où il y a trop peu de paille, où les animaux importent des protéines végétales sous la forme de soja, tourteaux de soja en provenance des Amériques, États-Unis, Brésil, Argentine, transgéniques, de surcroît. Ces animaux ont surnom. Évidemment, cet azote qui nous arrive, parce que les protéines, je vous ai parlé des calories tout à l'heure, mais la deuxième chose dans notre alimentation, c'est les protéines, ça a été un peu dit tout à l'heure. C'est la même chose, c'est les hydrates de carbone sur lesquels il faut fixer de l'azote. Mais l'azote, on a été le chercher au Brésil, on nourrit les cochons en pagaille, des volailles en pagaille, des ruminants en pagaille, dans une même région. Une partie de l'azote, c'est comme ça, on n'y peut rien. Les animaux, ils urinent, il y a quand même des excréments. Et cet azote, c'est des nitrates. Et comme les animaux ne sont plus élevés sur la paille, parce que les pailles sont produites dans le bassin parisien, ben on fabrique plus de fumier. Et comment on fabrique plus de fumier? Ben ça s'appelle du lisier, ça s'appelle du purin. C'est des nitrates à l'état liquide, et ça rejoint les eaux souterraines, ça rejoint les eaux de surface, ça rejoint le littoral breton, et ça nous fait de très belles algues vertes. Aller chercher de l'azote au Brésil pour fertiliser nos algues vertes sur le littoral breton, c'est pas très raisonnable. Mais vous voyez l'ampleur de ce qu'il va falloir amorcer,
Et vraiment, si la politique agricole commune ne nous y aide pas, on ira droit dans le mur. D'autant plus que dans le bassin parisien, quand il faut fertiliser en azote des blés, du colza ou du tournesol, comme il n'y a plus l'urine des animaux, il n'y a plus le fumier, à défaut d'urine, on va mettre de l'urée, on va mettre de l'ammonitrate, et vous savez avec quoi on produit l'ammonitrate et l'urée quand nos usines n'explosent pas, enfin on en produit quand même. Ben aujourd'hui, c'est plus le gaz naturel de lac, on importe du gaz naturel russe et norvégien pour fabriquer des engrais azotés de synthèse, ammonitrate, urée, sulfate d'ammonium. Ça coûte énormément en carburant fossile, et il a été dit déjà que les prix des carburants fossiles vont s'accroître, sauf que j'en devine ici dans la salle, des gens qui disent « Ah, vivement quand même les gaz de schiste !» Ça, c'est pour me faire étrangler avant la fin de la soirée. Mais comprenez qu'on sait que les prix des carburants fossiles vont s'accroître dans les années qui viennent. Donc de toute façon, les agriculteurs vont être contraints de diminuer leur épandage en engrais azotés de synthèse, puisque c'est très importateur de ça. On a tout faux. Tout faux. Alors, d'autant plus qu'on sait, et ça a été dit tout à l'heure, bah, il y a des plantes qu'on appelle légumineuses, des protéagineux, qui peuvent très bien fixer l'azote de l'air sur le territoire français. En Bretagne, la luzerne, bon, plutôt le trèfle là, parce que c'est un peu acide, mais en France, d'une façon générale, il y a la luzerne, il y a des sainfoins, il y a des trèfles blancs, des trèfles incarnats, des trèfles violets, de la vesse, du lotier, du sainfoin, capables, grâce à des microbes, de fabriquer des protéines à partir de l'azote de l'air français, en circuit court. Et puis en plus, une fois que c'est récolté, on découvre que le sol est fertilisé, et il reste même encore de l'azote pour la plante qui va suivre dans la rotation, le colza, le blé ou la pomme de terre qui va suivre. Et ça, c'est par la voie biologique. On n'est pas forcément obligé d'importer du gaz naturel norvégien pour fabriquer de l'engrais azoté de synthèse, et puis ailleurs, importer du soja pour fertiliser des algues vertes sur le littoral breton. Oui, la question des pollutions par les nitrates, elle va se poser le jour où on sait refabriquer du fumier, où on sait faire en sorte que l'azote de l'urine soit fixé dans le fumier d'abord et dans l'humus ensuite, ce qui nous évitera aussi l'érosion des sols, ce qui nous permettra aussi de retenir l'eau dans la couche arable et d'alimenter plus longtemps l'eau, la plante, l'alimenter en eau. Et puis il faudra peut-être aussi qu'en rotation, nous sachions laisser les résidus azotés sous la forme organique après avoir mis des légumineuses pour fertiliser en azote la plante qui va suivre. Mais absolument, ça va être ça l'agriculture moderne de demain. Mais le problème, c'est pour des raisons que je vous indique, qui sont les économies d'échelle, économie d'échelle de l'agro-industrie, économie d'échelle de la recherche agronomique qui voulait que la même variété soit diffuse partout, quitte à artificialiser tous les environnements, parce que l'artificialisation, ça peut être le bitumage. Ça peut être aussi zéro insecte et tout. Là où le milieu était naturel, je ne veux plus rien voir. Ni insectes, ni nématodes, ni rien. Et bien évidemment, ni abeilles. Et du coup, même il n'y aura peut-être plus d'arbres. Enfin, pour l'instant, on n'est pas là de poiriers et de pommiers. Donc l'artificialisation, ça peut être aussi l'artificialisation par des insecticides. Ça, il va falloir y mettre fin aussi. C'est clair qu'il nous faut revenir à une agriculture plus raisonnable. Alors j'ai été attaqué, j'ai voulu démontrer les grandes causes, et vous voyez que même si les agriculteurs sont partie prenante de cette affaire, c'est souvent du fait de l'endettement du capital, etc. Mais maintenant, il faut avoir le courage de dire que, un, il y a des alternatives possibles, et se mettre une politique pour y arriver. Alors, quelques bonnes nouvelles. La première, je vous l'ai déjà dit. Les calories élémentaires que nous dépensons tous les jours, ça vient du soleil, ressources naturelles renouvelables, c'est la photosynthèse. Fabriquer du sucre, fabriquer de l'amidon, fabriquer de l'énergie pour notre alimentation, ça s'appelle fabriquer des hydrates de carbone. Et le carbone, vous savez où la plante le trouve? Dans le gaz carbonique de l'air. Il y a trop de gaz carbonique dans l'air, c'est un gaz à effet de serre. Plus les agriculteurs pourront prendre du carbone, allez, on en prend, pour fabriquer de l'alimentation, on verra après, pour fabriquer des pailles, et même une fois les pailles enfouies, pour fabriquer de l'humus, plus vous prenez de carbone et relâchez de l'oxygène, plus l'agriculture peut être utile. Mais vraiment, les rayons du soleil ou le gaz carbonique de l'air, ne me dites pas que c'est des ressources rares et qu'il y a des risques de pénurie. Il y a trop de gaz carbonique et les rayons du soleil sont une ressource naturelle renouvelable. Et puis la troisième bonne nouvelle, je ne sais pas si vous l'avez vu, je viens de vous dire que les protéines, on les fabrique avec de l'azote et ça vient de l'air. Et là, tout le monde vous dira, bah, c'est de l'ordre de 80% d'azote dans l'air. C'est vrai au Brésil, c'est vrai en France, c'est vrai en Bretagne, c'est vrai en Touraine, c'est vrai partout. Et avant qu'on arrive à 76% d'azote, je vais vous dire, vous pouvez attendre des millénaires. C'est pas l'azote qui est une pénurie.
Et il y a même, comme il y a des plantes, ou des microbes qui aident des plantes, la famille des légumineuses. Alors pour l'alimentation humaine, ça peut s'appeler lentilles, pois chiches, fèves, haricots. Pour l'alimentation des cochons, ça peut s'appeler pois fourragers, févrole, lupin. Hein. On n'en manque pas. Et puis dans les pays du Sud, si vous voulez, ça peut s'appeler pois Congo, ça peut s'appeler soja, ça peut s'appeler arachide, ça peut s'appeler pois bambara, wanzu, les plantes d'olique, les plantes de la famille des légumineuses qui sont capables de fournir des protéines végétales aux hommes et aux animaux, et de fertiliser la terre en azote pour les plantes qui vont suivre dans la rotation, on n'en manque pas non plus sous les tropiques. Mais moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un usage intensif des ressources naturelles pléthoriques et renouvelables. Et c'est ça qui va nous permettre précisément de faire l'usage le plus économe possible de l'énergie fossile, et même peut-être se priver des agrotoxiques. Alors on va me dire, mais c'est un peu compliqué, parce que pour que la plante fasse la photosynthèse, il faut qu'elle ait des échanges gazeux pour prendre le carbone du gaz carbonique, et pour que la plante prenne le carbone du gaz carbonique, il faut des échanges gazeux, il faut qu'elle puisse piéger le gaz carbonique à l'intérieur même de la plante. Et ça se passe par des petits trous, et ces petits trous, c'est les trous par lesquels la plante transpire. Parce qu'au fond, le végétal, il est un peu comme nous, il transpire. La différence, c'est que nous, plus il fait chaud et sec, plus on a intérêt à boire tout de suite. Sinon on meurt. La plante, elle a une défense. S'il fait chaud et sec, ou s'il y a des vents desséchants, elle a cette caractéristique, elle peut fermer les orifices par lesquels elle transpire, elle sait se transpirer, donc elle ne va pas se dessécher, s'il lui manque de l'eau, au moins pendant un premier temps. Mais le seul fait qu'elle ferme les orifices par lesquels elle transpire, elle ne peut plus avoir des échanges gazeux avec l'atmosphère, elle ne peut plus prendre le gaz carbonique et fabriquer les hydrates de carbone. Et parfois, vous avez des champs très beaux, vous avez du soleil, vous dites c'est génial, et en fait, on ne s'en rend pas compte, la plante ne transpire plus, et les rayons du soleil ne servent à rien. Ça tombe sur des feuilles, et pourtant, ça ne tombe pas sur le bitume, ça tombe sur les feuilles, mais pourtant, ça ne sert à rien parce qu'elle est fermée. Donc, il faut que la plante soit correctement alimentée en eau. Vous voulez que la plante soit correctement alimentée en eau? Il ne faut plus qu'il y ait un petit filet d'eau qui ruisselle, qui aille directement à la rivière. Arrêtez-la. Vous allez voir, il faut mettre une barrière végétale. Si vous allez, le petit filet d'eau est arrêté ici, une racine, après une feuille, après un ver de terre, etc. Plus vous mettez des barrières, cette eau finira par s'infiltrer. Et puis si le sol est poreux, ben, tant mieux, ça permettra à l'eau de s'infiltrer. Alors certains pensent au labour, d'autres pensent au ver de terre. Et il y a peut-être des voies parfois biologiques qui permettent effectivement de conserver un sol dont la structure, dans notre jargon, permet à l'eau de s'infiltrer. Puis ensuite, vous voulez que l'eau qui s'infiltre reste à disposition des racines, ne retourne pas trop vite, trop massivement en profondeur, parce que les racines de blé, les racines de colza, les racines de sorgho n'y arrivent pas. Alors là, je vais vous dire, si vous voulez que ça retenu dans la couche superficielle, il faut de l'humus. Et l'humus, c'est un mélange de carbone, le carbone de la paille, et un carbone de l'azote de la légumineuse ou l'azote de l'urine. Alors qu'évidemment, quand vous faites du fumier, vous mélangez de la paille, carbone, avec de l'urine, c'est de l'azote, vous fabriquez du fumier, ça fait de l'humus. Et quand, dans les régions où il n'y a pas d'élevage, vous arrivez à associer des légumineuses dans la rotation, les protéagineux, qu'on n'apportera pas de l'étranger, d'où le plan protéique présenté tout à l'heure, et bien je vais vous le dire, effectivement, on parviendra à maintenir un taux d'humus, et c'est cet humus qui retiendra l'eau. C'est l'argile et l'humus qui retiennent l'eau. Mais vous ne pouvez pas ensemencer un sol sableux en argile. Donc il n'y a que l'humus. Mais l'humus, c'est de réconcilier agriculture et élevage. Le divorce entre labourage et pâturage qui a été évoqué tout à l'heure, ce fut une catastrophe. Et il va falloir corriger. On n'y échappera pas. Il vaut mieux commencer maintenant, même si c'est déjà difficile. Attention, dans certaines régions, il n'y a même plus d'abattoirs. Donc je ne vous cache pas que les difficultés, ce que les gens de mon milieu, les économistes appellent ça verrouillage technologique, oui, le chemin à parcourir pour corriger le tir, il nous faut quand même être honnête, il est dur à prendre, c'est pas techniquement, alors par contre, vous l'avez vu, techniquement par contre, je ne sais pas si vous allez être rendu compte, je suis hyper optimiste. Alors les éléments minéraux, c'est vrai, les éléments minéraux, on a besoin de calcium pour nos os, et c'est la plante ou l'animal qui va nous le donner. Il nous faut du phosphore pour phosphorer les neurones, pour la reproduction aussi, ça fait pas de mal. Il nous faut du potasse, des oligo-éléments, etc. Là, c'est un peu plus compliqué, je vous dis, la grande crainte, elle est sur le phosphore. Il y a des experts qui nous annoncent que d'ici 4-5 décennies, il va arriver pour les mines de phosphate la même chose que pour le pétrole. Non pas qu'il n'y en aura plus, mais les mines de phosphate, le coût d'exploration et d'exploitation des mines de phosphate va devenir de plus en plus coûteux. Ben, sachons anticiper. C'est maintenant. Il faudra être économe en phosphore. Ça veut dire qu'il va falloir recycler. Ça peut être dans les effluents d'élevage. Et là aussi, si on pouvait éviter effectivement que les phosphates aillent jusque le littoral breton, parce que c'est quand même un peu la conjonction des deux qui fait les algues vertes, ce serait quand même bien. Et j'en conviens que les phosphates, c'est pas que l'agriculture, c'est aussi l'industrie. Si déjà on pouvait éviter qu'il y ait des phosphates
dans les lessives, ce serait déjà pas mal. Mais il n'en reste pas moins qu'il faut absolument que l'agriculture aussi reprenne ce défi. Comment faire? Alors, une première chose, c'est que s'il y a des phosphates, des ions phosphore dans la couche arable, il y en a aussi en sous-sol, qui ne sont absolument pas atteints par les racines de blé, de sorgho, de quinoa, d'éleusine ou de trèfle, enfin, voilà, qui ne sont pas accessibles aux racines des plantes cultivées. Et bien, si vous arrivez à mettre des arbres dont l'enracinement sera profond, il ira chercher les minéraux qui sont altérés, parce que chaque fois qu'une roche s'altère, un granit, un schiste, ça libère des éléments minéraux qui ne sont pas accessibles aux plantes. Si vous arrivez grâce à des haies, si vous arrivez éventuellement grâce à des pommiers dans la prairie, si vous arrivez avec des arbres complantés, avec des cultures, à chercher des éléments minéraux en profondeur, les arbres vont les mettre dans leurs feuilles, et quand les feuilles mortes vont tomber, elles vont apporter du carbone, la plante aura photosynthétisé, c'est de l'humus. Si c'est une légumineuse, ça apportera de l'azote, et en plus, les éléments minéraux pluient en profondeur, donc il va falloir qu'on s'habitue à une agriculture qui remette des arbres. Ça a été un grand tort de supprimer les haies, il va falloir en remettre, et parfois même il va falloir envisager la plantation d'arbres en sein même des champs. C'est un peu compliqué, mais enfin je peux vous assurer